Christophe Lapp, bonjour. Bonjour Madame la professeure. Vous êtes avocat associé fondateur du cabinet Alvent Altana et vous êtes notamment membre de plusieurs associations de juristes internationaux liées à l'arbitrage international et au secteur de la construction. Alors, vous avez contribué à l'ouvrage sur la juridictionnalisation de la compliance en écrivant un article sur la compliance dans l'entreprise, les statuts du process. Et dans votre article, vous affirmez que, je cite, « il faut dépasser la conformité pour aller vers la compliance ». Pouvez-vous nous expliquer ce titre qui est tout un programme? Il est un programme. Alors, il part déjà d'un constat. En tant que praticien, qu'est-ce que j'observe? La conformité, pour moi, elle est délimitée par son objet, par la réglementation existante. C'est-à-dire l'ensemble des dispositifs que nous connaissons, issus de nos différents codes, et qui est destiné à prévenir des faits susceptibles d'une qualification. Quand je veux dire pénal, pour tout le monde, entendons-nous bien par le juge pénal comme par le juge administratif, qui est doté d'un pouvoir administratif coercitif. La conformité, c'est de m'en tenir au respect de la réglementation existante. Et si possible, évidemment, éviter de commettre des faits susceptibles de cette qualification. Pour moi, la compliance a un objectif bien plus ambitieux. La compliance, alors, pardon, une parenthèse, la compliance, en traduction littérale française, c'est de la conformité. Sauf que le sens juridique que nous allons lui prêter va être d'une autre nature. La compliance, c'est de l'autorégulation. La compliance, c'est fondamentalement une délégation que donne l'État aux entreprises d'édicter leurs propres normes en vue d'atteindre un objectif bien plus essentiel que celui de la conformité à une réglementation existante, qui est celui de la protection de droits fondamentaux, de droits humains, de réchauffement climatique, enfin de la lutte contre le réchauffement climatique, de la lutte contre la discrimination. Ces objectifs fondamentaux, et vous les avez très bien qualifiés de buts monumentaux, repris par le juge judiciaire français qui s'est approprié le concept que vous avez créé à juste titre. Cette compliance va se traduire, disais-je, pour les non-juristes, par cette capacité que les entreprises vont avoir de s'auto-réguler, de déterminer leurs propres normes. Et pourquoi le fait-on? Pourquoi va-t-on donner ce pouvoir aux entreprises? Parce que l'action des entreprises, elle dépasse largement les frontières, nous le savons tous. Qu'en revanche, la réglementation, elle est liée à une frontière. Tout État a sa propre réglementation pénale, ce qui est illicite ici ne l'est pas nécessairement ailleurs. Et nous avons ce problème d'extraterritorialité. Si nous voulons ne pas tomber dans l'extraterritorialité, c'est-à-dire l'obéissance mondialisée à un État puissant, économiquement, il nous faut inventer nos propres règles par nos propres acteurs économiques internationaux en vue de parvenir à l'atteinte de ces objectifs fondamentaux. Donc la compliance n'est pas une relation verticale d'obéissance à une règle existante. La compliance est une création normative, une autorégulation avec une règle qui sera opposable à l'entreprise qui a elle-même émis sa règle, invocable par tout tiers qui aura intérêt. C'est une innovation fondamentale qui tient sans doute à ce sentiment que les États ont aujourd'hui de leur impuissance. Impuissance à aller au-delà de leurs frontières, le disais-je. Impuissance à atteindre par leur propre réglementation ces buts monumentaux que vous citiez de défense des libertés fondamentales, de la lutte contre la discrimination, la protection de l'environnement, etc. Voilà en quoi la compliance ne se résume pas, mais dépasse la seule conformité. Merci beaucoup. Voilà, très bien éclairé la distinction essentielle entre conformité et droit de la compliance. Merci beaucoup, Christophe Lapp. Je vous remercie aussi. Merci.